podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Salut à toutes, salut à tous. Troisième étape de ce Rennais Tour et c'est l'étape la plus importante, la plus difficile, celle qui a le plus de secteurs pavés, avec pas moins de 13 secteurs pavés aujourd'hui et vraiment répartis du début à la fin. Il y en a après seulement 6 km de course, il y en a le dernier à 6 km de l'arrivée, mais en plus, la plupart de ceux-ci sont situés dans des ascensions avec notamment le mur de Grammont que l'on franchira 2 fois, on a le Bosberg que l'on franchira également 2 fois avec lors du deuxième passage le green kilomètre qui sera dans ce Bosberg. Donc ça sera 3 sprints qui vont s'enchaîner dans une montée pavée pour aller chercher des secondes bonif. Ça sera un moment très important. Est-ce que ça sera pour une échappée ou pour le peloton, ou du moins ce qui restera du peloton à ce moment-là, on ne sait pas. Ça sera situé à 25 km de l'arrivée. Étape de 182 km aujourd'hui avec quand même près de 2000 mètres de dénivelé positif. Alors que ça monte jamais bien haut, hein, évidemment. C'est que des ascensions très courtes, mais parfois un peu pentues, souvent pavées. Il y a un total de 16 ascensions répertoriées aujourd'hui. Et la dernière donc, le Denderotberg, 700 mètres à 7% pavé, situé à environ 6 km de l'arrivée. Mais il est possible que la différence se soit faite avant. Un petit groupe probablement qui se disputera la victoire. On n'aura pas de sprint massif aujourd'hui. C'est pour les coureurs de classique. Un coureur comme Arnaud Delis, malgré tout un sprinter pour être là dans le final. Parce que les pavés, ça lui fait pas peur. Aujourd'hui, ça devrait être le jour de la Team Emirates et de Florian Vermeersch. Ce sera peut-être un petit peu plus dur pour Jasper Philipsen ou Tim Merlier d'être là aujourd'hui dans le final. Milan qui est tombé hier. Il ne faudra très certainement pas compter sur lui aujourd'hui. Par contre, des coureurs comme Tige Benoît pour la Decathlon, Matej Mohoric pour la Bahn Victorious, Bob Jungels ou Magnus Sheffield pour la Net Company Neos, Binyam Girmay pour la NSN, ça devrait être aussi un petit peu dur. Lorenz Pitti, lui, il s'est bien grappé, attention à lui aujourd'hui. Luca Mozzato, ancien deuxième du Tour des Flandres, pourrait aussi être là, même s'il a déjà perdu du temps au classement général. Il y aura du suspense pour cette belle troisième étape qui devrait changer complètement le classement général de ce Rennais Tour. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti pour cette étape qui commence. Et il devrait y avoir peut-être une belle bataille aujourd'hui pour prendre l'échappée parce que voilà, avec ce profil assez difficile, c'est pas la Lidl Trek de Milan, c'est pas l'Alpecin de Jasper Philipsen ou la Solar Quick-Step de Tim Merlier qui vont probablement gérer avec l'échappée. Du coup, qui va gérer? La Team Emirates, très certainement. Mais à elle toute seule, est-ce qu'elle pourra gérer si c'est une belle échappée de 10-12 coureurs qui part? On va voir ça. Pour l'instant, pas vraiment d'attaque dans ces premiers kilomètres. Et puis à noter que la grosse chute d'hier, la chute massive a fait des victimes, avec 3 coureurs qui sont non partants aujourd'hui. Simone Consoni pour la Lidl Trek, Taco van der Horn pour la Lotto Intermarché et Casper Asgreen pour l'IF Education Easy Post. Dommage, c'était aussi une belle étape aujourd'hui peut-être pour Casper. Ça ne sera pas le cas, il est non partant. On a les premières attaques là avec un duo de coureurs qui tente de sortir, qui prend une vingtaine de secondes d'avance. Et on a surtout Jonathan Milan. Déjà en difficulté à l'arrière alors qu'on est pour l'instant toujours sur le plat. On a déjà passé le premier secteur pavé qui était un passage plat. D'ailleurs les 3 premiers secteurs sont sur du plat, pas sur des montées. Mais là Milan, ça sent vraiment pas bon du tout. Lourdement touché hier, il a voulu quand même tenter le coup aujourd'hui. Mais ça risque d'être très compliqué. 3 coureurs à l'avant qui ont pris un petit peu d'avance sur le peloton. Après une vingtaine de kilomètres. Il s'agit de Julius Johansen, le Danois de la Team Emirates, en compagnie de Frédéric Frison pour la Pinarello Q36.5 et Michael Lambrecht pour la Team Flandre baloise. Bon, alors le fait qu'il y ait un coureur de la Team Emirates qui tente de prendre l'échappée là, ces 3 coureurs qui ont une trentaine de secondes d'avance, on se demande qui va rouler dans le peloton. Peut-être la Red Bull Bora Hansgrohe avec Lorenz Pitti, avec Arne Marit et les frères Van Dierck. Ils ont aussi des cartes à jouer aujourd'hui. Pendant ce temps, on a Jonathan Milan qui a abandonné. Milan, il ne pouvait pas poursuivre. Il a abandonné, c'est aussi le cas pour Philippe Maciejczuk de la Movistar. Alors qu'on a aussi vu Jonas Gins pour la petite première tech tomber tout seul. Et encore un abandon d'ailleurs là pour Emar Etchebarria, coureur de la Red Bull Bora Hansgrohe. On n'est même pas parti depuis 25 km. Déjà 3 coureurs qui ont abandonné. Moins de la minute d'avance pour les 3 coureurs à l'avant au moment où ils passent le premier sprint intermédiaire du jour.
celui qui donne des points pour le prix de la combativité. Les 3 coureurs qui vont pas forcément s'en soucier, c'est Mikel Lambert, le coureur de la team Flandre Baloise, qui passe en tête et qui prend les 10 points. Et puis par contre, dans le peloton, on voit Lionel Tamigno là, se placer à l'avant. C'est lui qui porte ce maillot de meilleur combatif pour l'instant. Il va passer en tête du peloton. Donc lui, il passe en 4e position. Il prend 4 petits points dans l'objectif de sécuriser ce maillot qui est allé chercher dès la première journée et qu'il garde depuis. Et qu'est-ce qu'ils ont les coureurs là? Ils tombent tous encore une fois. Il y a au moins la 3e chute là depuis le début de cette étape. On a Lukáš Kubis qui est tombé tout seul. Loïc Van Bell également. Et là, ce sont 2 coureurs de la Visma Lease Bike qui se sont accrochés, Pietro Matteo et Owain Doull. Il y a un manque de concentration là, je sais pas, est-ce que c'est la nouvelle de la retraite de Julien Alaphilippe que l'on a tous appris hier un petit peu par surprise, qui déstabilise, déconcentre un petit peu les coureurs. Pour l'instant, ces chutes n'ont pas eu de conséquences fâcheuses pour les coureurs, alors que là, je vois un enfant avec une grande pancarte, Show me your tige, pour Tige Bellot évidemment. Et si vous parlez anglais, vous avez compris un petit peu l'analogie. C'est assez énorme, ce gamin de 10 ans avec son panneau Show me your tige. Bref, on est parti depuis 60 km. L'écart qui commence à y agrandir pour les échappés, qui est passé au-dessus des 2 minutes pour nos 3 coureurs de tête. Et surtout, on a commencé les premières ascensions. Alors pour l'instant, on montre à un rythme assez tranquille pour que tout le monde puisse suivre. Mais ça devrait pas durer, en tout cas ça ne durera pas jusqu'à la fin, c'est sûr. Encore une chute là. Cette fois-ci, c'est Albert Torres et Davide Formolo, 2 équipiers une nouvelle fois qui s'accrochent là pour la Movistar, qui sont tombés. Et là, par contre, Albert Torres, il va pas pouvoir repartir et il va abandonner. Auparavant, on a eu Sam Welsford, le sprinter de la compagnie Neos, qui a lui aussi abandonné. Bon, c'est un but d'étape qui fait quand même pas mal de victimes. C'est vraiment de l'élimination des plus faibles et des moins concentrés là pour l'instant, cette course. Alors que l'écart continue de grimper, passe désormais bien au-dessus des 2 minutes pour Julius Johansen, Frédéric Frison et Mikel Lambert. Mais c'est pas possible, encore une chute là. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont encore accrochés là. Filippo Baroncini pour la Team Emirates avec Manlio Moro pour la Movistar et Davide Ballerini pour l'XDC Astana Team. 3 Italiens là qui sont encore tombés. Non mais c'est la 6e chute, 7e depuis le début de cette étape. Alors que pourtant... il n'y a pas forcément de nervosité spéciale ou de véritable danger. Il n'y a pas de pluie, la route est sèche. Et pourtant, ça tombe. On est à 105 km de l'arrivée désormais. On vient de grimper le Hout de Kruisberg, 1 km 400 à 5%. On va enchaîner avec le Bergten Houte, 1 km à 5,4%. Et de toute façon, vraiment, là, ça fait que s'enchaîner. Des petits passages de 2-3 km de plat, puis une nouvelle montée, une descente, une nouvelle montée, une descente. Et pour l'instant, ça perturbe pas mal les coureurs. L'écart qui est de 3 minutes d'avance pour Johansen, Frison et Lambert. Et ils ont un poursuivant en la personne de Menno Huizing de la Visma Lease Bike qui est sorti. Alors il est sorti vraiment bien tard, mais il tente à lui tout seul de rentrer sur la tête de la course parce qu'il sent que le peloton ne va pas forcément très très vite. Et donc là il est en chasse-patate tout simplement. Les coureurs qui viennent de passer pour la première fois sur la ligne d'arrivée, qui est située en fait au pied du mur de Grammont, mais qui est sur des secteurs pavés. Les derniers 500 mètres, en gros, seront une petite montée en pavé. Le début du mur de Grammont, mais ils n'auront pas jusqu'en haut. Lors du 3e passage, celui qui déterminera l'arrivée. Les coureurs là sont désormais juste au pied du Bosberg, du moins les 3 hommes de tête que sont Lambert, Johansen et Frison. Ils ont 2 minutes d'avance sur le peloton, ça y est, qui a durci l'allure. Ils ont repris Menno Huizing, qui était vraiment dans le no man's land. On est à 63 km de l'arrivée. On va faire notre petit focus sur un des échappés qui se démène bien. Alors, aucune victoire en carrière pour Mikel Lambert, coureur de division Pro Tour de la Flandre Baloise de 23 ans. Aucune non plus pour Frédéric Frison. Et là, par contre, le temps commence à manquer. Il a 34 ans, Frédéric Frison, lui qui a passé la plus grande partie de sa carrière dans la Lotto Soudal, mais qui désormais roule pour la Pinarello Q36.5. Est-ce qu'il arrivera à remporter une victoire avant la fin de sa carrière? C'est pas sûr, peut-être aujourd'hui, si l'échappée va au bout. Julius Johansen, lui, par contre, il compte 5 victoires en carrière. Et il les a toutes remportées cette saison. Ça, c'est quand même incroyable. Le coureur de 26 ans, qui c'est vrai a une carrière un petit peu particulière. Il commence au niveau continental en 2018 dans la Team Colo-Quick. Ensuite, en 2020, il passe au niveau Pro Tour chez l'Uno X. En tant que Danois, c'est assez logique. Il y passe 2 saisons
puis monte encore d'une division au niveau World Tour du côté de l'Intermarché Venti, où il reste là aussi 2 saisons. Et puis en 2024, boum, il n'a pas les résultats escomptés. Il retourne en 3e division au niveau continental dans la Sapgal Anicolor, une équipe portugaise. Et on se disait que Julius Johansen, on le reverra jamais au plus haut niveau. Sauf que quoi ? L'année d'après, il est recruté carrément par la team Emirates XRG qui a vu en lui un équipier idéal, un porte-bidon qui sera très utile et donc il le recrute en 2025. Là, c'est sa 2e année à la team Emirates et d'un seul coup, il se met à gagner 5 victoires, donc toutes enregistrées cette saison. D'abord le contre-la-montre inaugural du Grand Camino, puis le prologue des boucles de la Mayenne, puis le chrono du Sibiu Cycling Tour, une course en Roumanie, puis le prologue et le contre-la-montre du Tour du Portugal. Donc vous l'avez compris, c'est un rouleur, 5 victoires, toutes sur des chronos pour Julius Johansen et plutôt sur des chronos courts en plus. Lui qui pourtant n'a fait que 8e des championnats du Danemark du contre-la-montre parce que c'était peut-être un peu trop long pour lui. Il est meilleur dans les efforts peut-être un petit peu plus courts, même si là il a besoin de faire un effort très long à l'avant dans l'échappée. Johansen, il a participé 2 fois à un grand tour, c'était la Vuelta, avec une 19e place sur une étape comme meilleur résultat, mais il était bien sûr là pour travailler. On l'a vu aussi sur un monument, Paris-Roubaix. C'était en 2023 alors qu'il roulait du côté de l'Intermarché Circus Venti. Il avait terminé 71e. C'est la seule fois qu'il a participé à un monument. Julius Johansen, donc un équipier qui aurait vraiment pu passer une carrière entière sans vraiment gagner. Et puis là, cette saison, d'un seul coup, sur les prologues et les petits chronos, dans les courses un petit peu de moindre envergure. Il n'a jamais gagné au niveau World Tour, mais quand même 5 victoires en carrière. Frédéric Frison, qui a 34 ans, aimerait bien voir ça. C'est pas le cas. Ils doivent travailler ensemble pour essayer de repérer, en rapporter une 6e pour Johansen, une première pour Frison ou aussi pour Lambrecht. Mais pour ça, il faudra résister au retour du peloton et c'est compliqué parce que là, le peloton s'active. Le peloton s'énerve. Il y a même des attaques là avec Louis Vervac et Menno Wiesing encore là qui retourne. Mais il y a des contres derrière avec un coureur de la Dead Company Ineos. Il n'y a vraiment pas une équipe qui gère la poursuite, qui prend la responsabilité. Du coup, c'est des initiatives un petit peu personnelles. Et ça nous donne un peloton même un petit peu très étiré, voire avec des petites cassures là. Et ces accélérations font diminuer l'écart. Plus qu'1 minute et 45 secondes d'avance pour les 3 hommes de tête. Toutes ces attaques dans le peloton qui ont finalement accouché d'un groupe de contre de 3 coureurs. Avec Martin Svercek pour la Soudal Quick-Step, Niklas Behrens pour la Visma Lease Bike et Lorenzo Bilesi pour la Movistar. Et ces 3 coureurs qui sont sur le point de rentrer sur la tête de la course sur les 3 autres coureurs qui étaient devant. On va donc avoir un groupe de 6 coureurs, mais avec seulement 45 secondes d'avance dans le peloton. Un peloton où on a enfin vu une équipe se mettre à rouler. Et c'est la Net Company Ineos qui prend les choses en main, l'équipe de Bob Jungels, dont on a appris que c'était la dernière saison. Lui aussi allait prendre sa retraite. Mais au moins, il n'a pas fait comme Alaphilippe. Il va faire des dernières courses pour se faire une petite tournée d'adieu. Alors qu'Alaphilippe, il a dit non, j'arrête là, aujourd'hui c'est terminé. On a aussi Magnus Sheffield dans cette équipe de la Net Company Ineos, Connor Swift, Artem Schmidt, Samuel Watson. Ils ont tous une belle carte à jouer peut-être aujourd'hui. Dans le peloton, il y a d'autres équipes qui roulent là. Je vois l'XDC Astana Team de Aaron Gate et de Davide Ballerini. L'Unibet Rose Rockets aussi qui roule. Alors probablement plus pour Lukas Kubic que pour Dylan Groenewegen. Là, ça sera trop pentu sur la fin pour Groenewegen. La Groupama FDJ aussi qui veut rouler. Un coureur, un puncher là comme Thibaut Gruel pourrait peut-être avoir sa chance aujourd'hui également. Et toutes ces équipes qui se mettent à travailler, forcément ça explique cette réduction de l'écart avec l'échappée qui est désormais même en dessous des 40 secondes. Alors qu'on est encore à 40 km de l'arrivée. Et ils vont refaire l'enchaînement du Denderotberg, du Mur de Grammont et du Bosberg. Ces 3 ascensions qui s'enchaînent dans l'espace de 10 km là. Et pas sûr que les échappés soient encore devant une fois qu'on aura franchi ce passage. On a encore une chute, c'est pas possible là, c'est une énorme chute collective. Voilà, ils ont même fini un petit peu dans le public, j'ai l'impression, certains coureurs. Ah là là, allez, un coureur. On voit déjà Vlad Van Mechelen là, avec son maillot orange, de leader du meilleur jeune qui est sur le sol, des coureurs de la Decathlon, de la Dead Company Ineos. On a Menno Wiesing là pour la Visma Lease Bike, un coureur aussi de la Lotto. Il y a beaucoup de monde pour la Dead Company Ineos là qui est tombé, c'était encore une fois plutôt en tête de peloton. Il y a au moins Artem Schmidt et d'autres coureurs. Au moment où ils étaient quasiment en train de revenir sur l'échappée, il n'y avait plus que 15 secondes d'écart alors qu'on attaque là le pied du mur de Grammont pour la 2e fois. Là, les échappés, ils auront un petit temps de sursis parce que dans le peloton, le temps qu'on se réorganise, il y a des cassures de partout parce qu'encore une fois, c'est tombé très très haut.
dans ce peloton. Ces routes belges, hein, c'est comme les classiques de printemps, hein, vraiment. C'est très dangereux. Et il y a toujours des chutes parce qu'il n'y a que des machines à rouler. Il n'y a pas de petits grimpeurs ou des choses comme ça dans le peloton. Hein. Là, il n'y a que des gros gabarits et ça frotte et ça passe pas toujours. Et là, c'est pas passé. Les échappés qui passent là sur la ligne d'arrivée pour la deuxième fois. Juste derrière eux, un groupe de 7-8 coureurs qui devaient être les 7-8 coureurs qui étaient en tête du peloton et qui ont réussi à éviter la chute. Derrière, quelques coureurs isolés. Et ensuite, le gros du peloton qui a été ralenti par la chute mais qui n'est pas tombé. C'est dans ce groupe qu'on retrouve notamment Jasper Philipsen, hein, avec son maillot de leader qui est toujours là et qui a évité la chute, lui. Et là, ça se mélange. Hein. On est en train de revenir sur les échappés, là, le peloton. Il y en a de partout des coureurs en plus parce que là, c'est la grosse difficulté du mur du Grammont maintenant. C'est très pentu, c'est pavé. Ça, plus la chute. C'est très désorganisé. Je pense que même les coureurs, ils ne savent pas forcément à quel échelon de la course ils sont là. Mais en tout cas, c'est la Net Company Ineos qui étaient les grands perdants de cette chute. Avec au moins 3 coureurs qui sont tombés. Et puis Vlad Van Mechelen, hein, toujours allongé sur le côté. Je ne l'ai pas vu repartir pour l'instant. Il faudra faire le bilan là au sommet de ce mur du Grammont. Terrible là, les passages les plus difficiles à travers la petite forêt. On voit Jasper Philipsen qui donne tout ce qu'il a. Il y a des cassures de partout. Les échappés ne sont plus vraiment échappés. Ont été rejoints par quelques favoris. Mais là, ils sont à part, hein, les coureurs. Il faut attendre qu'il y ait un petit regroupement pour voir quels sont les groupes en tête et surtout qui il y a dedans. Et là, on va arriver au Bosberg et puis surtout, on va arriver au Green Kilomètre. Et donc là, il y aura des secondes bonifs à prendre. Et il y a 2 coureurs qui vont faire le bon coup. Ces 2 coureurs qui vont assister après le sommet du mur de Grammont. Il s'agit de Alex Segart pour la Bahrain Victorious et de Jenno Bergmoes pour la Lotto Intermarché. Ces 2 coureurs ont une dizaine de secondes d'avance sur un groupe d'une dizaine de coureurs qui les poursuit, mais qui ne pourront pas les rattraper avant ce Green Kilomètre. Dans le groupe de poursuivants, on retrouve Søren Kragh Andersen, Lorenzo Milesi qui était membre de l'échappée, Robert Donaldson pour la Jacques Alula, Matteo Trentin pour la Tudor notamment. Il y a aussi un coureur de la Groupama FDJ qui est là. Et là, je pense qu'ils se sont mis immédiatement d'accord, hein, les deux, pour se partager les secondes. Là, c'est Jenno Bergmoes qui en a pris 3, Alex Segart qui en a pris 2. Et Alex Segart qui immédiatement ensuite prend la tête et qui va probablement prendre 3 et 2. Derrière la petite seconde restante, elle sera pour le coureur de la Groupama FDJ, c'est Axel Huens. Le sprint numéro 2, voilà, pour Alex Segart devant Jenno Bergmoes. Et là, c'est en montée, hein, donc il ne s'amuse pas à faire un sprint pour aller prendre 3 ou 2 secondes. Et là, Jenno Bergmoes qui va quand même faire un petit effort, hein, tout ce qu'il peut pour passer devant Alex Segart, et prendre 3 secondes. Segart qui en prend seulement 2, il a même fait un tout petit écart. Jenno Bergmoes, pour être sûr, ça fait 8 secondes de prix pour Jenno Bergmoes et 7 pour Alex Segart, sachant qu'il avait seulement 9 secondes, hein, de retard sur Philipsen, Bergmoes, puisqu'il avait déjà pris une petite seconde de bonif hier. Il revient à 1 seconde de Philipsen. Et derrière, allez, ça s'est un petit peu regroupé, même si c'est très étiré. Le peloton, oh là là, mon Dieu, mais il y en a de partout des coureurs. Mais voilà, on va se reformer un petit peu. Le groupe là avec Søren Kragh Andersen, avec Axel Huens, ça a été repris. Et désormais, on a une phase d'une dizaine de kilomètres plutôt en descente avant de monter Lonkerselberg. 2 km à 3% de moyenne. Alors c'est la plus longue, mais c'est pas la plus pentue et elle n'est pas pavée. Et ils auront donc l'opportunité d'aller rattraper là, le duo Alex Segart, Jenno Bergmoes, qui a désormais même 20 secondes d'avance là, parce qu'eux, ils ne se sont pas du tout relevés après le Bosberg, ils ont continué leur effort. Et le peloton à la poursuite des 2 hommes de tête, enfin le peloton, il n'y a plus qu'une quarantaine de coureurs, hein, dans ce groupe, une cinquantaine maximum, avec encore quelques sprinteurs quand même, hein, puisque Jasper Philipsen est toujours là, mais je vois aussi Olaf Koy ou Arnaud Delis, et également Matteo Trentin. Mais alors c'est pas du tout organisé, c'est que des coureurs qui attaquent en solo, qui se font poursuivre par 1, par 2, et puis ensuite par tout le reste. Il y a des petites cassures, puis ça se regroupe, ça se regarde et ça réattaque. Et forcément, c'est pas la manière la plus efficace quand même de rattraper un duo qui lui travaille de concert, qui maintient son écart de 20 secondes d'avance, et qui, si derrière ça ne s'organise pas vraiment mieux, ou si aucun groupe ne parvient vraiment à sortir, pour aller au bout, il leur reste 20 km. Et il ne leur restera plus qu'une seule difficulté. Là, ils viennent de passer le sommet de Loeskeleberg. Désormais, c'est une dizaine de kilomètres plutôt plate avant la dernière montée pavée, le Denderhoorberg. Et puis, bien sûr, quand même, le dernier faux plat final jusqu'à la ligne d'arrivée. Et finalement, il y en a un. Il y en a un qui a réussi à sortir. Et c'est pas n'importe qui, c'est Laurens Pitty là, pour la Red Bull Boranzro, qui a enfin réussi à faire une attaque. Et cette fois-ci, personne ne l'a suivi. Et le peloton qui a continué de se regarder derrière.
On est à 15 km de l'arrivée. Laurens Pitty pointé à 13 secondes derrière le duo de tête, le duo belge Bergmos et Segart. Le peloton, lui, pointé à une vingtaine de secondes derrière Laurens Pitty. Et donc plutôt à 35 secondes de la tête de la course. Ah, il y a un beau suspense là. Il y a vraiment un beau suspense. La victoire peut encore venir aussi bien du peloton que de Pitty, que des deux coureurs de tête. D'autant plus que dans le peloton, j'ai l'impression que ça y est là. On a arrêté un petit peu les attaques vaines. Il y a quelques coureurs, quelques équipiers, des sprinteurs qui se mettent en tête et qui roulent de concert. 6 km de l'arrivée, les deux hommes de tête attaquent le Dende Rordberg, la dernière difficulté du jour. 700 mètres à 7,5% de moyenne, des passages à plus de 10%, et tout ça sur des pavés. Derrière Laurens Pitty, il n'a pas réussi à boucher le trou, il est revenu jusqu'à 10 secondes, mais là, il a désormais plus de 20 secondes et le peloton est plus très loin derrière lui, il va bientôt le rattraper a priori. Dans ce peloton, il y a encore pas mal de sprinteurs, hein. Il y a donc Philipsen, Dely ou Olaf Koy, mais il y a aussi Søren Verenskjold qui est toujours là. J'ai vu Mac Tonissen aussi pour l'Astana. Par contre, a priori, pas de Tim Merlier dans ce groupe de 40 coureurs qui va bientôt rattraper Laurens Pitty et qui va tout faire ensuite pour rattraper Jenno Bergmoes et Alex Segart. Mais attention, ils ont 30 secondes de retard, plus que 6 km. Une fois cette difficulté franchie, il n'y aura plus que du plat, une descente. Et puis quand même, hein, ces dernières centaines de mètres qui seront quand même très durs, très pentus sur les pavés. Mais là, le peloton doit commencer à boucher le trou, hein. Ça y est, ils ont repris Laurens Pitty. C'est l'Uno X de Søren Verenskjold avec Verenskjold lui-même. Là, j'ai l'impression qu'il est en train de rouler. Allez, il y a des attaques là. Un coureur de l'Unibet Rose Rockets. Dylan Groenewegen, hein, lui n'est pas là. Donc voilà, faut attaquer. Faut pas aller jusqu'au sprint. Faut tenter quelque chose. C'est, il me semble, l'Artige de Vries là, peut-être, qui fait cette accélération. Coureur de la Red Bull qui tente de réagir. Coureur de la Net Compagnie Ineos aussi, hein. Même s'ils ont perdu Magnus Sheffield, qui a été pris dans la chute tout à l'heure et qui a abandonné, tout comme Vlad van Mechelen du côté de la Bahrain Victorious qui lui aussi a abandonné. Et une équipe que je trouve très très discrète, hein, c'est la Team Emirates. On les voit pas, Florian Vermeersch, je sais pas où il est. Il doit être là, il est dans ce groupe, mais très discret pour l'instant. Il ne tente rien. Alors que ça y est, l'ascension est terminée. Et les deux coureurs de tête, l'écart qui a bien diminué, hein, ils se retournent, ils les voient, plus que 10 secondes, ça va être dur de tenir jusqu'au bout. Parce que c'est Thomas Kopecky pour l'Unibet Rose Rockets qui est sorti. Et il a réussi à prendre 2-3 secondes d'avance sur le reste de ce groupe de poursuivants, hein. On ne peut vraiment plus parler de peloton désormais. La banderole des 2 km pour Alex Segart et Jenno Bergmoes qui ont exactement 11 secondes d'avance sur le peloton, le groupe de 40 coureurs qui les poursuit. Thomas Kopecky a été repris. Oh, ça a se joué à pas grand chose, mais il y a de l'espoir. J'ai l'impression que Jenno Bergmoes a l'air encore plus fort qu'Alex Segart. À chaque fois qu'il prend un relais, il met un petit peu Alex Segart dans le dur. Là, c'est la descente, hein, avant la petite ascension, le petit mur final. Donc ça va très vite. C'est pas là que le peloton peut revenir. Ça sera dans le dernier kilomètre tout simplement, et même les 800 derniers mètres. Ah, ça sent bon quand même pour ce duo à l'avant, parce que derrière, on voit un coureur de la Pinarello qui demande un relais. Ça met du temps, ça y est, coureur de la Decathlon qui vient rouler pour Olaf Koy. La Pinarello, on roule probablement pour Quinten Hermans. Matteo Trentin aussi bien placé. Avec Luca Mozzato aussi qui est là. On a deux coureurs pour la Groupama FDJ aussi. Allez, devant, faut pas qu'ils se regardent là. Au moment où il passe la femme rouge, Jenno Bergmoes qui regarde un petit peu Alex Segart, qui lui dit de passer un relais. Ah, il y a moins de 10 secondes désormais. Ah, faut pas jouer, hein. Faut pas jouer. Comme on le voit trop souvent. Faut tout donner. Et puis ensuite, voilà, faire ce sprint, c'est 500 derniers mètres sur les pavés à fond. Et espérer que ça ne revienne pas. Alex Segart demande un relais à Jenno Bergmoes. Bergmoes qui se retourne, qui lui passe pas vraiment. C'est parti pour les pavés, c'est parti pour la montée. Et Bergmoes, voilà. C'était sûr qu'il allait faire ça. Il attaque. Il était meilleur qu'Alex Segart. Et là, dans ce dernier mur final, il se débarrasse du coureur de la Bahrain Victorious. À mon avis, il va aller jusqu'au bout, même si le peloton est pas très loin derrière. Il s'est débarrassé d'Alex Segart. Allez, le dernier mur. Les 300 derniers mètres pour Jenno Bergmoes. Le coureur de la Lotto Intermarché qui semble très fort. Ouais, il est surpuissant là. Il est surpuissant. Il va aller chercher la victoire, Bergmoes, c'est sûr. Alex Segart, on le voit derrière. C'est pas du tout le même style. Il pioche beaucoup plus. Il se retourne et le peloton est encore un petit peu plus loin. Mené d'ailleurs par un autre coureur de la Lotto Intermarché avec Arnaud Dely qui a Jasper Philipsen dans sa roue, qui viennent de rattraper Alex Segart. Attention, Arnaud Dely quand même n'a pas ramené Philipsen sur Jenno Bergmoes. Il y a Olaf Koy aussi qui est là, le trio Koy, Philipsen,
Delis, mais ils rattraperont pas Jenno Bergmoes qui s'impose. La deuxième place pour Jasper Philipsen. Olaf Koy, 3e, Arnaud Delis est 4e, qui a pris un risque là à lancer ce sprint, à amener Jasper Philipsen. Oh, la belle victoire. La belle victoire de Jenno Bergmoes qui, en plus, grâce aux bonifications qu'il a pris sur le green kilomètre, va s'emparer du maillot de leader et peut-être le porter jusqu'au bout, même si aujourd'hui, Philipsen prend la deuxième place et donc lui aussi des bonifications. Il faudra qu'il a cherché une autre victoire peut-être Philipsen pour remporter le classement général, même si ce n'est pas forcément son objectif. Mais quelle belle victoire pour le coureur de la Lotto Intermarché. Une Lotto que l'on voit beaucoup avec des coureurs inattendus. On a vu Joshua Giddings faire 2e hier. Et aujourd'hui, c'est Jenno Bergmoes qui vient chercher la victoire. Il s'est échappé avec Alec Segart juste après le deuxième passage sur le mur du Grammont. Juste après aussi la grosse chute qui a ralenti quelques coureurs, même beaucoup de coureurs. Au moment où ils rattrapaient les échappés matinaux, avec Alex Segart, là, ils se sont retrouvés devant et ils se sont plus jamais relevés. Ils ont poussé jusqu'au bout. Et on sentait que Bergmoes était plus fort dans ses relais que Segart, qu'il en avait encore plus sous le capot. Et voilà, à 500 mètres de la ligne, quand Segart lui demande un dernier relais, il ne le passe pas tout de suite et il a attendu vraiment que la route se cabre pour, bim, mettre son accélération. Et là, il a la belle poignée de main entre Segart et Bergmoes, avec Segart qui doit lui dire « T'as bien fait d'y aller tout seul, je pouvais rien faire ». Et en effet, il a été repris. Il finit même pas dans le top 10. Final, Alex Segart. Alors que Jenno Bergmoes, lui, il finit mieux que dans le top 10. Il finit premier. Il remporte cette étape. La belle victoire pour l'équipe belge, en plus de la Lotto, dans ce René 8 Tours. Très belle étape avec un vainqueur quand même, on peut le dire, un petit peu surprise. Et qui en plus sera le nouveau leader. Il n'avait évidemment jamais gagné au niveau World Tour. Jenno Bergmoes, par contre, c'est pas sa première victoire en carrière, c'est sa 4e. Il comptait une victoire d'étape sur la fameuse Settimana Internazionale Coppi et Bartali. Il a gagné une classique, le mur classique Gerardsbergen. C'est tout simplement ici même. C'est la classique du mur de Grammont qu'il avait gagné. Donc, c'est un petit peu sa spécialité, ce genre d'effort. Une étape sur le Baloise Belgium Tour et donc désormais, c'est le niveau World Tour, c'est le niveau ultime. Cette 3e étape du René 8 Tours pour Jenno Bergmoes, un puncher de talent, mais que l'on découvre quand même là au plus haut niveau sur ce tour. Il termine avec 3 secondes d'avance sur le trio de sprinteurs Jasper Philipsen, Olaf Koy et Arnaud Delis. À 6 secondes, on a un autre trio avec Robert Donaldson de la Jayco Alula, Quinten Hermans pour la Pinarello et Mike Tennyson pour l'Astana. Et puis à 8 secondes, Filippo Fiorelli pour la Visma Lease Bike termine 8e en compagnie de Pepin Renderink, Soren Werenskold, Marit Vandenberg, Tim Van Dirk et Matteo Trentin. Pavel Bittner était encore dans le coup, termine 14e à 11 secondes, juste devant Alex Segart, qui termine donc finalement au 15e, le compagnon de Bergmoes jusqu'aux 500 derniers mètres. Dans ce groupe, on avait aussi des coureurs comme Søren Kragh Andersen, comme Axel Huens, Lukas Kubis ou Aaron Gates. Par contre, derrière, pour le classement général, les coureurs ont commencé à perdre beaucoup. Matej Moric a perdu 28 secondes. Michael Valgren en a perdu 33, tout comme Mikkel Bjerg. Laurens Pitty a payé ses efforts en solitaire. Il termine à 2 minutes 49. Binyam Girmay à 2,52. Tim Merlier à 3,06. Dylan Groenewegen, on savait que ce n'était pas pour lui aujourd'hui. Il termine dans un groupe très loin à 10 minutes et 42 secondes. Et puis, dernier du jour, Sébastien Colzé-Changizi pour la Tudor termine dans un groupe à 16 minutes et 10 secondes en compagnie notamment de Paul Lapera. Ça, c'est étonnant de voir Paul Lapera ici. Il devait être devant. Il a très certainement été pris dans cette chute massive-là qui a fait abandonner pas mal de coureurs. Des coureurs notamment comme son équipier Tige Benoît qui a abandonné. Malheureusement, la pancarte du jeune supporter Show Me Your Tige n'aura pas été suffisant pour Benoît qui abandonne. Abandon aussi parmi ceux que j'ai pas cités pour Titouan Fontaine de la Groupama FDJ, Rune Regots et Baroncini de la Team Emirates. 3 coureurs de la Visma Lease Bike, Owen Doul, Timo Kilic et Loe Van Bell. Et ça, la plupart, c'est sur chute. C'est des coureurs qui sont tombés tout seuls. On n'a pas trop su ce qu'il est advenu d'eux par la suite. Et en fait, la plupart ont abandonné. Albert Torres pour la Movistar, Zach Erzen pour la Bahrain Victorious ou Max Walker pour l'IF Education Easy Post n'ont également pas terminé. Une étape qui aura fait des dégâts entre les non-partants et les abandons sur chute. On a quasiment une vingtaine de coureurs qui ont plié bagage aujourd'hui sur cette 3e étape du René 8 Tours. Au classement général, Jenno Bergmoes est donc le nouveau leader avec 6 secondes d'avance sur Jasper Philipsen, 12 sur Olaf Koy et 19 sur Arnaud Delis et Quinten Hermans.
C'est donc quand même bien parti pour Jenno Bergmoes pour remporter ce classement général. Le plus grand danger pour lui, c'est bien sûr Philipsen au jeu des bonifications. S'il remporte une étape, il reprend 10 secondes. Je pense que le Green Kilometer aussi pourrait avoir son importance d'ici la fin dans les 2 dernières étapes. Au classement par points, Jasper Philipsen, là par contre, est toujours largement leader devant Olaf Koy et Søren Werenskjold. Et puis, changement bien sûr au classement du meilleur jeune. C'est Pietro Matteo, le coureur de la Visma Lease Bike, qui est désormais leader avec 52 secondes d'avance sur Thibaut Gruel. Et il ne reste plus que 8 coureurs au total dans cette classification du meilleur jeune. Donc là, il y a vraiment un maillot distinctif sur une course par étape World Tour à aller chercher pour des coureurs qui n'en ont pas forcément l'habitude. Et là, c'est pour l'instant l'Italien Pietro Matteo de la Visma. Et puis au classement des sprints intermédiaires et de la combativité, c'est toujours Lionel Tamigno qui est leader de ce classement, juste devant Dries de Bondt. Demain, nouvelle étape difficile, mais moins difficile aujourd'hui. Déjà parce qu'il n'y aura pas de secteur pavé. Et deuxièmement, parce qu'il y aura un petit peu moins de dénivelé, seulement 1500 mètres. Mais après, ça fait encore une fois que monter et descendre. Et cette fois-ci, dès le début. Aujourd'hui, on avait eu les 50 premiers kilomètres qui étaient plats. Demain, ce ne sera pas le cas. Mais toutes les ascensions sont plutôt autour de 3-4%. On n'a que le Slingerberg, 600 mètres à 7,5%, qui sera vraiment pentu. On le passera à 2 reprises. Mais l'arrivée, comme aujourd'hui, se fera en montée. Un faux plat assez difficile, autour de 5-6% dans le dernier kilomètre, mais cette fois-ci, ça sera à 100 pavés et donc encore plus accessible pour les coureurs type Jasper Philipsen. Mais les écarts sont tellement infimes, le Green Kilometer qui offre 9 secondes aura son importance. Comme toujours, ça va se jouer à rien, ce René Tour, et il faudra attendre la dernière étape pour savoir le vainqueur final. Pour l'instant, c'est Jenno Bergmoes le leader. Tiendra-t-il jusqu'au bout? Premier élément de réponse demain. Salut à tous, salut à toutes.